Vie agricole vous est présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. Les céréaliers du Québec cultivent pour vous du champ à l'assiette. Les céréaliers du Québec sont fiers de produire pour les Québécois. Bonjour, l'UPA est le syndicat unique et officiel du monde agricole du Québec et il compte bien le rester. Mais deux autres organisations, l'Union paysanne et les céréaliers du Québec, espèrent obtenir une reconnaissance du gouvernement. Dans cette émission, nous rencontrons leur président. Bienvenue à la Vie agricole. Au Québec, le débat sur le syndicalisme agricole est banni. Le rapport Pronovo, pour avoir suggéré la fin du monopole, a été rejeté et tabletté par les gouvernements successifs. De nombreux experts s'entendent pour dire que ce rapport est la Bible qui aurait permis à l'agriculture dans les 12 dernières années de relever de nombreux défis. Sur notre plateau, nous échangeons avec Dany Messier, président des céréaliers du Québec, et Michel Saint-Pierre, ancien sous-ministre au ministère de l'Agriculture et actuellement coprésident de l'Institut Jean Garon. Mais préalablement, Guy Duval, notre collaborateur, rencontre Maxime Laplante, président de l'Union paysanne, sur sa ferme. Maxime Laplante, nous sommes sur votre propriété à Sainte-Croix-de-la-Lotbinière. Vous êtes agriculteur à la base. Pourriez-vous nous expliquer les activités sur votre ferme? Oui, bon, présentement, je suis en production biologique céréalière. Donc, c'est une première année de récolte dans mon cas. Après avoir fait de l'agriculture diversifiée pendant presque 40 ans, à vrai dire, avec les animaux, là, autant bovins de boucherie, lapins, volailles, etc. Mais là, maintenant, j'ai éliminé les animaux et je suis embarqué dans la production céréalière diversifiée. Vous avez fondé en 2001 avec Roméo Bouchard l'Union paysanne. Exact. Et vous êtes actuellement le président. Quelle est la mission de l'Union paysanne? La mission est très simple, c'est faire de l'espace, faire de la place pour la paysannerie, laisser de la place pour un autre modèle agricole qui soit diversifié. On entend respecter les choix des entrepreneurs, que sont les fermiers. S'il y en a un qui décide de faire de la mise en marché directe de son lait, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de faire ça? Donc, s'il y en a qui veulent faire un élevage de 200 vaches, puis d'envoyer le lait à Saputo, c'est correct. Mais si quelqu'un veut faire production de lait, transformer en fromage à la ferme, vendre ça dans sa communauté, pourquoi il n'aurait pas le droit de le faire? Donc, ce qu'on veut, c'est un espace pour une diversification de l'agriculture. Le modèle unique, il y en a marre. En 2008, il y a eu le rapport sur la Commission sur l'avenir de l'agriculture, le rapport Pronovo. Exact. Vous avez été impliqué au niveau de la Commission sur l'agriculture? Oui. Bien, au départ, d'ailleurs, lorsqu'on a rencontré, j'ai rencontré M. Yvon Vallière, qui était ministre de l'Agriculture de l'époque, et on voulait qu'il y ait un débat public. Donc, quelque chose comme 2 ans avant, là, on parle de 2005-2006, et on voulait qu'il y ait un débat public sur les enjeux agricoles au Québec. Au départ, on avait demandé à M. Vallière des États généraux, donc qui sont une sorte de débat public sur l'agriculture. Il a plutôt accepté l'idée d'une commission. Donc, c'est ça qui a donné naissance à la commission Pronovo. Et évidemment, je dirais à 85 % les recommandations du rapport Pronovo sont celles de l'Union paysanne. Il y a une concordance quasi parfaite sur les recommandations, autant de notre part que celui des 3 commissaires de la commission à ce moment-là. Après 12 ans, c'est quoi votre constat sur le rapport Pronovo? Le ministère nous dit qu'il y a eu des changements. J'avoue, personnellement, je les cherche encore. Le seul tangible que j'y vois, c'est le contrôle de la financière agricole, entre autres, donc tout ce qui s'appelle le financement de l'agriculture au Québec, qui était contrôlé par l'UPA. D'ailleurs, c'était la même personne qui était président de l'UPA et président de la financière, ce qui est un conflit d'intérêts structurel. Bon. Et là, ils ont modifié les rapports de force au sein du conseil d'administration
d'opinion. L'UPA a quand même un poids encore extrêmement fort, mais non plus la présidence de. Bon, est-ce que c'est une grosse modification? C'en est une petite, mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose de tangible suite à ce rapport-là, malheureusement. Pourquoi est-ce que l'UPA a rejeté, en fait, le rapport Pronovo? Ils veulent le contrôle. Le monarque ne négocie pas avec ce sujet. Ils ont le contrôle. Le gouvernement leur a abandonné le dossier agricole et ils en profitent. Ils contrôlent la mise en marché. Quand je parle de conflit d'intérêts structurel, c'est exactement ça. En principe, l'UPA est supposé être un syndicat qui travaille pour l'avantage de ses membres. Mais l'UPA est en même temps devenu le patron de la mise en marché en contrôlant quelque chose comme 85 de la mise en marché des produits agricoles au Québec. Donc, le syndicaliste est devenu le patron. C'est un petit peu problème. Et en même temps, il est devenu l'adjoint du juge en contrôlant la Régie des marchés agricoles ou à tout le moins en ayant une influence démesurée sur l'espèce de tribunal de la mise en marché, qui refuse même dans certains cas d'appliquer la loi sous la pression des succursales de l'UPA. Et en même temps, il est devenu l'adjoint du banquier en contrôlant la financière agricole ou en tout cas en l'influençant fortement. Donc, le syndicaliste est devenu le patron, est devenu le juge, est devenu le banquier. Donc, c'est sûr que les intérêts sont contradictoires. Un vrai syndicat devrait se soucier de la position économique de ses propres membres. Mais s'il fait sa pièce sur la mise en marché de ses propres membres, donc il y a conflit d'intérêts majeur. Et ça donne ce que ça donne. Donc, ça donne une agriculture qui est essentiellement axée sur l'exportation. Oui, il y a une partie qui est produite pour notre communauté, mais les subventions agricoles vont largement vers l'exportation, vers la concentration, les monocultures. C'est pas ça que la société civile veut. Quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme agriculture? Il n'y a personne qui m'a jamais dit « Ah oui, moi, Maxime, j'aimerais ça, là, que mes impôts servent à financer l'exportation de porc au Japon qui a été nourri avec du maïs transgénique. Hein, » Je ne l'ai jamais entendu, celle-là. Moi, ce que j'entends, c'est j'aimerais ça qu'il y ait de l'agriculture de proximité, des circuits courts, du bio, ou au moins pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, etc. C'est ça qu'on entend. Mise en marché local, des abattoirs de proximité, abattage à la ferme, c'est le discours qu'on entend. Et les subventions vont exactement dans l'autre sens, sous la pression de l'UPA. Exemple, vous décideriez d'aller acheter du poulet directement de la ferme, bon, ou du lait, ou du fromage, quoi que ce soit. La loi sur la mise en marché des produits agricoles au Québec est très, très claire. Article 63, la loi sur la mise en marché des produits agricoles dit un plan conjoint, donc l'histoire des quotas, des affaires de même, un plan conjoint ne s'applique pas aux ventes faites directement aux consommateurs. Si on applique la loi, bien, j'ai le droit de vous vendre ce matin du lapin, du poulet, du lait. Bon, je vais m'occuper des normes sanitaires du MAPAC après ça, là. Bon, mais au niveau de la mise en marché, j'aurai le droit de. La Régie des marchés agricoles, qui est responsable de l'application de la loi, refuse d'appliquer la loi parce que toutes les fédérations de l'UPA disent non, n'allez pas permettre à des gens comme ça de vous vendre un poulet comme ça. C'est dangereux, ce monde-là. Ils ne s'occupent pas du bien-être animal. C'est peut-être toxique. Nous, on a le contrôle, on fait bien ça, puis il ne faut pas que ça change. Et la Régie, servilement, refuse d'appliquer la loi et barre la mise en marché directe au Québec. Donc, c'est une incroyable aberration, là. L'organisme public de surveillance de la mise en marché refuse d'appliquer sa propre loi sous la pression d'un cartel privé. Maxime Laplante, agriculteur et président de l'Union paysanne, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Bonne journée. Alors, bonjour messieurs, bienvenue dans cet épisode des regroupements non officiels et d'autres visions. Yann Turmine, notre expert qui nous a suivis qui nous suit sur toute la série La vie agricole sur MaTV. On a eu un échange dans un numéro précédent où on a évoqué en fait le syndicat agricole officiel et unique, l'UPA. Il était important d'aller vers d'autres visions, ce que Guy Duval, notre collaborateur, vient de faire en rencontrant Maxime Laplante. Nous sommes ici à Sainte-Croix-de-Lotbinière chez Maxime Laplante, président de l'Union paysanne. Et bonjour Dany Messier, notre invité, président des Céréaliers du Québec, donc un autre mouvement qui se veut un syndicat et qui cherche une reconnaissance auprès du gouvernement. Vous êtes, Dany Messier, producteur de grande culture à Saint-Pie et impliqué donc avec les CEA, le Conseil des entrepreneurs agricoles. Peut-être nous expliquer dans un premier temps pourquoi vouloir en fait une reconnaissance autre que l'UPA, autre que l'Union paysanne,
Et comment s'est créé le Conseil d'entrepreneurs agricoles et céréaliers du Québec? Comment ça marche, en fait, votre organisation? Bien, à la base, les céréaliers ont été créés il y a une quinzaine d'années, quand il s'est mis en place une agence de vente qui était non désirée par un groupe de producteurs, qui ne représentait pas vraiment leur choix, leur désir. Ils voulaient garder un libre marché, avec des contestations qui n'étaient pas écoutées à l'intérieur du groupe syndical. Donc, c'est dans un premier temps, c'est les céréaliers d'abord les céréaliers qui se sont créés pour aller défendre leurs intérêts, pour pouvoir promouvoir leur liberté de choix. Voulaient garder... c'est l'agence de vente de blé qui s'était installée à l'époque, dans le plan conjoint, pour contrôler la vente du blé. Beaucoup de producteurs produisaient du blé animal, du blé humain. On avait de la difficulté à écouler nos stocks de blé à l'époque, un petit peu dans les grandes minoteries. L'idée de base, à la base, d'essayer de regrouper les lots de blé pour essayer de répondre à la demande des grandes minoteries. L'idée, à la base, n'était pas complètement méchante, mais ne répondait pas à la demande, ne répondait pas aux attentes des producteurs et ne fonctionnait pas. Si on pourrait résumer, l'Union paysanne, ça représente le petit producteur d'agriculture de proximité, c'est la perception que le grand public en a. Le céréalier du Québec, les CEA, ce sont des entrepreneurs agricoles qui couvrent des grandes superficies de grandes cultures, mais avec une lecture souvent du consommateur, « Ah, mais c'est des grands producteurs ». On ne se rend pas compte des fois que la diversité de pain qu'on a sur le comptoir, elle vient aussi d'un travail qui est fait par des grands producteurs, des producteurs de grandes cultures. En fait. Mets une agence de vente de blé en place, probablement qu'on n'aurait pas les moulins de Soulanges en est un exemple. Moulins de Soulanges qui fabriquent des pains, des farines pour Saint-Méthode, pour première moisson, etc. Puis qui fournissent première moisson, qui fournissent aussi des petits boulangers. Puis il y a une autre grande industrie qui sont fournis. C'est du blé qui est produit par les grands producteurs de façon de culture raisonnée, le moins de chimique possible, pour faire de la farine, pour faire du pain ici au Québec, pour les Québécois. Puis ce pain-là, c'est pas la même chose qu'un pain que tu vas retrouver dans des grandes surfaces, des grosses compagnies. Toi, tu penses, Danny, que s'il y avait eu une agence de vente, si la mise en marché avait été faite par une agence de vente, on n'aurait pas pu accéder à cette diversité, cette proximité entre des compagnies comme les Moulins de Soulanges et les producteurs? Bien, c'est parce qu'on n'aurait pas eu l'accès direct. Ça aurait été un contrôle sur la commercialisation du blé, comme qui était... Il fallait que tout passe dans leurs mains. Nous autres, c'était un pool, puis une vente globale. Ce que les clients de ces moulins-là, ils veulent une farine vraiment spéciale. C'est que pour faire la farine vraiment spéciale, c'est des petites quantités de chaque sorte de blé qui vont être réunies de façon proportionnelle pour donner une qualité de farine, pour avoir une qualité de pain. C'est que ça prend une proximité entre les boulangers et les moulins. Puis ça prend aussi une proximité entre les moulins et le producteur pour être capable de produire un blé vraiment spécifique qui leur réponde. C'est que ça prend c'est ça la proximité. Et Yann, ce qu'on pourrait dire, donc même des producteurs de grandes cultures peuvent représenter une agriculture de proximité? Ah oui, absolument. Puis moi, je veux revenir un peu. Je pense que le CEA ou les céréaliers, il ne faut pas oublier, c'est des entrepreneurs. OK? Alors, ça prend des entrepreneurs pour fournir comme les moulins de Soulanges et tout. Quand un moulin décide de faire un produit de spécialité, écoute, il y a un risque. Ça prend des entrepreneurs, ça prend des gens qui ont une vision, parce que c'est des milliers de détails. C'est du risque d'implanter une nouvelle variété d'année chez vous, là. C'est un risque. Alors, tu demandes
entre guillemets, à des fonctionnaires de gérer ton risque pour toi. Voyons donc, n'importe quel entrepreneur sur la planète, là, puis c'est pas propre à l'agriculture, on va dire, bien, voyons donc, ben, c'est mon risque à moi, laissez-le-moi gérer. Puis c'est ça, fondamentalement. Alors, souvent, la façon, surtout dans le cas de l'agence de blé, où c'est qu'on avait un nivellement, regardez, un entrepreneur ne peut pas se retrouver, à même titre que les Moulins de Soulanges, c'est un autre entrepreneur qui a décidé d'aller chercher un marché de niche. Regardez, là, ça ne peut pas être géré par des fonctionnaires, là. C'est pas vrai, là. Merci, messieurs. Alors, bonjour, Michel Saint-Pierre, co-président de l'Institut Jean Garon, ancien sous-ministre au ministère de l'Agriculture, nous a rejoint, Bonjour, a M. rejoint le Pételli. plateau sur la ferme de Maxime Laplante. La première question que j'aurais envie de vous poser, il existe donc 2 syndicats non officiels, l'Union paysanne et le Conseil des entrepreneurs agricoles, l'un depuis 20 ans pour l'Union paysanne, l'autre depuis 10 ans. Qu'est-ce qui fait que ces syndicats, après autant d'existence, ne trouvent pas leur voie et que ça ne débloque pas sur une reconnaissance officielle au sein du gouvernement? Bon, pourquoi ils ne le perçoivent pas? Est-ce que leur message n'a pas été bien entendu? Parce que, il faut dire une chose, c'est que leur création allait dans un sens tout à fait clair, comme on dit, dans la logique de l'agriculture qui se diversifiait, il faut dire ça, là. Parce que j'ai connu les 50 dernières années d'agriculture, donc j'ai vu une agriculture qui est passée d'un modèle relativement unique où le fait qu'il y avait une seule représentation syndicale ne créait pas vraiment de problème. Et quand on a commencé à avoir des modèles qui se différenciaient, puis on en a 2 aujourd'hui là, qui sont présentés, d'une part, l'agriculture plus, appelons ça, de proximité, davantage orientée vers, bon, d'une part, les productions vers le consommateur, d'une part, et d'autre part, une autre spécificité qui était celle des céréaliers, qu'on nous a bien exposé, à l'effet que, par exemple, ils étaient capables de livrer des blés qui étaient spécifiques pour un marché très, très particulier, chose qu'on ne proposait pas comme moyen du côté du syndicat unique de l'UPA. Donc, pourquoi ça? Bien, parce que l'agriculture s'est diversifiée. Le rapport... Leur création suit une certaine logique du développement de l'agriculture de diversifier, mais ça ne suit pas au niveau des étages administratifs. Ça ne suit pas parce que d'abord, il y a eu évidemment des objections nombreuses à cette création-là. On a vu que le rapport sur l'avenir, la Commission sur l'avenir de l'agriculture, le préconisait, cette ouverture-là, proposait qu'il y ait puis on ne parlait pas d'une multiplicité, on parlait d'une représentation multiple, parce qu'il y avait des producteurs, il y avait des fermes qui avaient des modèles très différents, donc on parlait de pluralité. Le nom est revenu très, très souvent dans le rapport qu'on appelle le rapport Pronovo. On parlait de pluralité de l'agriculture, puis on disait cette pluralité-là ne se retrouve pas dans un modèle unique de représentation. Mais ils n'ont pas les moyens, voilà. Yann, qu'est-ce qui fait que l'Union paysanne bon, c'est sûr qu'ils ont 10 ans de plus d'existence, ils sont nés en 2000, mais qu'est-ce qui fait que l'Union paysanne, auprès des médias généralistes, a résonné plus que Céréaliers du Québec et CEA? Dès le départ, ils ont eu une communauté urbaine qui les a soutenus. Rappelons que les producteurs, c'est une minorité dans la société, là. Je ne sais même pas si ça fait 5 de la population. Or, quelqu'un dans un rang qui parle, bien, il n'y a pas grand monde qui va l'écouter. Quelqu'un qui est au centre-ville connu qui parle, il va être pas mal plus écouté. Or, c'est sûr que, point de vue communication, l'Union paysanne, à ses débuts, a parti très, très fort, là. Parce que, justement, la présence du milieu artistique qui les a soutenus, du milieu urbain qui les a quand même des vedettes qui a soutenu l'Union paysanne, là, les a soutenus, là. Peut-être aussi, tu avais aussi, à l'époque, qui sont parlés, il y avait un peu retour à la terre, il y avait quand même quelque chose de bucolique et tout, là, ce que, d'ailleurs, beaucoup de gens recherchent. Or, c'est rentré un peu aussi dans ce créneau-là. Or, tout ça, ça a fait que populaire, mais fondamentalement, les 2 groupes
revendique ce que Michel dit, là, c'est une différence. Différence, le libre choix. Puis les deux groupes revendiquent en fait le libre choix, ont des intérêts différents, certes, mais un point commun qui est donc la liberté de choix, donc indirectement le souhait de la fin du monopole de l'UPA. Est-ce qu'ils ont su en fait communiquer entre eux, travailler entre eux pour un objectif commun, comme des fois en politique, des partis vont s'associer pour obtenir un objectif précis? Je ne dirais pas suffisamment. D'abord, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ni un ni l'autre. C'est peut-être la réponse à votre première question. Pourquoi est-ce que ça n'a pas évolué davantage? Évidemment, on se trouve devant une véritable grande entreprise syndicale qui est l'UPA, avec de grands moyens, avec des ressources qui sont importantes et clientes. Et d'autre côté, deux groupes qui, eux, pour leur fonction, je dirais, de représentation, ont très, très peu de moyens. Sinon, ce que Yann vient mentionner, une sympathie naturelle qui va davantage au niveau de l'Union paysanne, parce que, justement, plus proche de la ville, plus proche, peut-être, prendre un cliché du plateau Mont-Royal. Alors, tout ça fait en sorte que l'Union paysanne a trouvé plus de sympathie, mais ça reste peu par rapport aux moyens de communication que le syndicat unique actuel a. J'aimerais ça en fait que vous nous expliquiez votre lecture de la situation avec le ministère, actuellement avec le ministre André Lamontagne, qui, au fil des derniers mois, depuis son élection, s'est présenté à 2 reprises au Congrès de l'Union paysanne, qui est une première, parce que ça ne s'était jamais fait, en fait, de toute l'histoire de l'agriculture, qu'un ministre de l'Agriculture se rende à un Congrès de l'Union paysanne. La question que j'aurais envie de vous poser à vous deux, c'est est-ce qu'on est dans un discours, oui, porteur, qui correspond à une recherche des consommateurs, mais est-ce qu'on va vraiment vers des actions concrètes qui vont se matérialiser par des programmes et un suivi dans le développement de l'agriculture du Québec? Mais je pense qu'ils espèrent ça, parce qu'effectivement, si on écoute actuellement le langage et certaines affirmations très, très sympathiques là, du ministre actuel, Lamontagne, à l'effet qu'il y a une... Comment dire, ça l'inspire, le rapport Pronovo, notamment, l'inspire. Donc... Oui, il a dit l'Étoile du Nord. Hein, oui, tout à fait. Donc, on peut dire que sur ce plan-là, oui, ça peut être intéressant. Il y a aussi, on ne l'a peut-être pas assez dit auparavant, mais on est un cas unique ici au Québec. Il y a un seul groupe qui a habilité à représenter l'ensemble des agriculteurs. Ça n'existe pas ailleurs. Ça a peut-être déjà existé il y a un certain temps, mais partout, il y a eu une multiplication des groupes de représentation, non pas une prolifération, là, ça n'a pas été des dizaines, mais à chaque endroit, que ce soit en Ontario, que ce soit nos cousins français, il y a 2, 3 organisations, généralement 3 ou 4, qui représentent les groupes. Mais actuellement, je pense qu'il y a quand même un vent qui est favorable. Il faut le dire une chose, on a rarement parlé autant dans les médias de l'agriculture que pendant la pandémie, le COVID-19. Les gens ont peut-être eu peur de manquer d'aliments ou de diversité d'aliments, mais toujours est-il que, tout à coup, l'agriculture de proximité, préconisée généralement par l'Union paysanne, ça devient peut-être une solution. Alors, je pense qu'il y a un moment qui est favorable actuellement. C'est peut-être une ouverture ou une opportunité à exploiter. Mais est-ce que, pour terminer, Michel, est-ce que l'UPA gagnerait ou perdrait à dire laissons aller les 10 ou 12 ou 15% de producteurs qui ne veulent pas nous suivre, puis qui s'en aillent chacun un petit peu dans l'Union paysanne, un petit peu dans le CEA? Ce qui est certain, c'est que s'il perdrait justement il serait encore la force dominante. Aucun doute là-dessus, parce que partout ailleurs, c'était aussi la même chose. Ils seraient la force dominante, ils ont les structures pour représenter beaucoup de monde, et ça ne tomberait pas du jour au lendemain. C'est pas une guerre de l'Union paysanne ou de CA contre, c'est un combat pour une liberté d'association. Alors, donc, mais il perdrait, bien sûr, il perdrait des membres. En nombre, il perdrait n'auraient pas la totalité. Monde, mais il gagnerait peut-être finalement en clarté. Et peut-être un peu en sympathie. Puis je pense que ça
Ça simplifierait leur discours. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire un peu de la gymnastique pour essayer de représenter tout le monde. À un moment donné, là, regarde, si un groupe veut t'accréditer ou veut, regarde, à un moment donné, là, ça change quoi dans la vie, là, de laisser parler des gens, là? C'est un peu ça, laisser parler, laisser s'exprimer, avoir la possibilité de représenter un groupe, parce que il y a aussi ça, la seule organisation habilitée à parler au nom. Oui, ça, on peut le rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément même le milieu agricole. Rappelons, il n'y a qu'un groupe autorisé par la loi à représenter les producteurs. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de l'Union paysanne ou du CEA, on parle avec Danny Messier, on parle avec Maxime Laplante, ils peuvent bien dire qu'ils veulent représenter les producteurs. Légalement, ils n'en représentent pas. Ils ne peuvent pas le dire officiellement, et puis ils se le font rappeler régulièrement. Tassez-vous, vous n'avez pas ce droit-là. Il y a une seule organisation qui a ce pouvoir-là, cette habilitation-là de représenter le monde agricole, et elle ne s'en prive pas. Alors, elle ne veut pas perdre cette chose-là. C'est évidemment, quand on dispose d'une totalité d'un bien, on ne veut pas le séparer. C'est un peu ce qui arrive. Merci, messieurs. Le monopole syndical en agriculture est quasi indétrônable. Toutefois, des forces vives au sein des céréaliers du Québec et de l'Union paysanne tentent d'obtenir une reconnaissance et la fin du monopole de l'UPA. Divergentes sur de nombreux points, ces deux organisations travaillent depuis des années à implanter le libre choix dans le monde agricole. Les prochaines années nous diront si le gouvernement actuel est celui qui ouvrira la voie. Merci et au plaisir. La vie agricole vous a été présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. Les céréaliers du Québec cultivent pour vous du champ à l'assiette. Les céréaliers du Québec sont fiers de produire pour les Québécois.